Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Pause durable. Donc aujourd'hui, nous allons parler de perturbateurs endocriniens dans la salle de bain grâce à Marion de Bioconsommateur. Et avant ça, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est le dispositif acteur du pari durable parce que Pause durable est un format qui a été créé dans le dispositif acteur du pari durable. Donc, acteur du pari durable, c'est un dispositif qui a été créé par la ville de Paris qui était dans le but d'initier, faciliter, mettre en avant les acteurs qui œuvrent pour un pari plus durable. Donc par acteur, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle des acteurs qui sont dans des entreprises, des associations ou même des habitants, soit en collectif d'habitants, soit juste en tant que citoyen de la ville de Paris qui ont des actions pour rendre un pari plus durable. Donc, par exemple, qui interviennent dans l'éco-construction, qui interviennent dans les jardins partagés, etc. Et la ville de Paris a créé les acteurs du pari durable pour permettre à ces gens-là d'initier, faciliter et mettre en avant leurs projets. Donc, pour cela, on a trois outils à peu près. Le premier outil, c'est un site et les réseaux sociaux le site marche un peu comme un mini réseau social où chacun d'entre vous peut créer un profil à l'intérieur pour ensuite être capable de poster les événements en lien avec les problématiques de transition écologique de Paris, poster aussi des actualités de leurs projets et aussi dessus vous pouvez trouver des fiches pratiques, par exemple comment consommer durablement avec des vêtements, comment consommer durablement alimentairement parlant, comment devenir éco-volontaire, comment faire du tourisme durable, etc. Vous avez plein de fiches pratiques comme ça qui sont disponibles sur le site. Et on compte parmi à peu près 6000 profils. Et sur Facebook, on a 18 000 personnes qui nous suivent. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et on a un YouTube aussi, où sont mis les rediffusions des pauses durables. Vous avez aussi en outil un lieu qui s'appelle la Maison des acteurs du pari durable, où Bioconsommateur a déjà fait des conférences chez nous. C'est un lieu qui a plusieurs salles, donc une grande salle au rez-de-chaussée qui permet de contenir à peu près une centaine de personnes en mode conférence, où vous voyez la photo en bas. Et vous avez aussi trois salles à l'étage de la taille de salles d'une vingtaine de personnes pour accueillir des plus petits conférences ou des formations, des ateliers. Et donc, tous ces lieux, ce lieu-là peut accueillir que des événements gratuits, bien évidemment, ouverts au grand public et tout le temps dans les mêmes thématiques de la transformation écologique de Paris. Donc, dans les 12 derniers mois, par exemple, on avait plus de 9000 participants et depuis les conditions sanitaires de reconfinement, etc., ce lieu est pour l'instant fermé. Et sinon, vous avez des formats périodiques qui sont créés par l'équipe d'animation des acteurs du pari durable dont je fais partie, qui permettent aux participants de œuvrer pour un pari plus durable, soit en faisant du réseautage, soit en venant participer à des conférences en ligne ou en présentiel. Et donc en bas, vous pouvez voir le format Pause durable qui possède chaque mois des conférences sur des sujets toujours en lien avec la transformation écologique de Paris. Le réseau d'acteurs du pari durable, c'est aussi un réseau d'entraide où toutes les personnes qui veulent y participer peuvent s'entraider en posant leurs problématiques, par exemple, on ne sait pas comment consommer durablement, parler entre gens, entre personnes convaincues, attirer des personnes qui ne sont pas encore convaincues par la cause. Et donc, il y a plein d'animations ouvertes comme ça. Ce réseau d'entraide-là peut concerner des associations, des entreprises, mais aussi des particuliers, tous en même temps, pour refaire le monde. Et ça peut être aussi des particuliers ou des associations qui ont un projet à l'état embryonnaire et on peut justement les accompagner pour que ça soit de plus en plus concret. Donc pour cela, il y a le format en ligne qui s'est créé qui s'appelle Pause durable, qui répond à la demande depuis les confinements et les reconfinements. Vu que le lieu est fermé, on s'est développé en ligne pour faire un format qui puisse toujours présenter les acteurs de notre réseau au grand public. Et donc, vous avez toutes ces différentes pauses durables à gauche qui sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube.
Pause durable, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur qui est mis en avant sur un sujet précis pendant 1 heure et avec des questions-réponses et aussi un échange assez proactif avec le public. Et la semaine prochaine, vous avez une conférence sur le budget participatif de Paris pour rendre un Paris plus durable et aussi sur une énergie citoyenne et comment y participer. Et maintenant, je vais laisser place à Marion pour parler de la conférence Pas de perturbateurs endocriniens dans ma salle de bain. Merci Eva. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à la Maison des acteurs du Paris durable et donc à la ville de Paris de me permettre ce soir de vous parler des perturbateurs endocriniens dans les produits d'hygiène du quotidien. Nous allons aujourd'hui donc parler de la thématique des produits cosmétiques. C'est également les composants qui peuvent être indésirables dans ces produits cosmétiques. On va parler aussi de la manière dont on peut éviter et comment est-ce qu'on peut réaliser une recette très facile, très simple d'un baume à lèvres maison. Donc je me présente, moi je suis Marion, je suis chargée de mission pédagogie et sensibilisation au sein de l'association Bioconsommateurs. Donc c'est une association qui est d'intérêt général et qui a été créée en 2004 par des membres de la société civile avec pour principale mission d'informer, de sensibiliser, de mobiliser les citoyens sur l'importance de leur choix de consommation. De quelle manière donc nous accompagnons en fait la transition des modes de consommation vers des alternatives qui soient plus responsables, qui soient plus solidaires. Et vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux. Et puis nous avons également une newsletter que nous faisons partir tous les mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux-là et puis à vous abonner à notre newsletter si vous le souhaitez. Je vais vous parler maintenant des projets qu'on a en cours avec notre association Bioconsommateurs. Donc tout d'abord, on fait partie d'un programme qui s'appelle Faire Futur. Ce programme a pour objectif d'accompagner la transformation des connaissances et des pratiques de consommation des jeunes de moins de 30 ans, grâce à l'éducation au commerce équitable. Donc avec la Fédération Artisans du Monde, on co-crée un outil pédagogique qui est dédié aux enjeux croisés de la bio et du commerce équitable. Et cet outil pédagogique est à destination des 11-15 ans, donc c'est plutôt niveau collège. C'est un jeu d'énigmes qu'on a créé qui se joue en équipe et vous le voyez en bas, il s'appelle Panique à la Transi School, donc vous voyez le logo. Un autre projet, il s'appelle l'addition. C'est une campagne qui vise à accompagner et à valoriser les lieux de restauration qui s'engagent à proposer plus de bio, plus d'équitable, plus de local dans leur menu et à tendre vers le zéro déchet. Et c'est une campagne que l'on mène avec Faire un monde équitable, avec Slow Food aussi, Pic Pic Environnement et le consulat. On fait aussi partie d'un projet qui s'appelle Nos cantines engagées pour le climat, qui est un projet qui se déroule donc sur le terrain, aux côtés des acteurs de la restauration collective. Et c'est un projet qui a pour objectif de réduire l'empreinte carbone des repas dans les cantines. Et nous, pour la partie Bioconsommateurs, nous sensibilisons les enfants dans les écoles à la saisonnalité, à l'agriculture biologique, aux différents modes de production, etc., etc. Et maintenant, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors du coup, eh bien, on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire soi-même ses cosmétiques maison? Eh bien parce qu'en fait, les cosmétiques industriels peuvent contenir pour certains des composants qui sont nocifs pour la santé et pour l'environnement. Donc ces composants peuvent être des perturbateurs endocriniens, par exemple, on va faire un focus sur eux. Ça peut aussi contenir des huiles minérales, des irritants ou des allergisants. Du coup, une petite question avant de faire le focus sur les perturbateurs endocriniens. Donc je laisse Eva animer cette question. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Je vous invite à aller dans le chat pour répondre. Est-ce que c'est une substance A qui perturbe l'appétit? Réponse A. Réponse B, est-ce que c'est une substance qui perturbe les fonctions hormonales? Ou réponse C, c'est une substance qui perturbe les fonctions neurologiques. Alors, pour attendre un peu tout le monde, moi j'aurais tendance à dire que c'est une substance qui perturbe les fonctions hormonales, donc B.
Mais j'aime beaucoup la réponse A. Donc tout le monde nous dit B, hein. B, C. Quelqu'un nous dit B et C. Eh ben bravo, donc ouais, c'est bien la réponse B. C'est une substance qui perturbe les fonctions hormonales. Donc, je vais vous donner la définition d'un perturbateur endocrinien d'après l'OMS. Ce sont donc des substances chimiques qui sont d'origine naturelle ou artificielle et qui sont étrangères à l'organisme. Et en fait, ces substances chimiques sont capables d'interférer avec notre système hormonal et donc de le dérégler. Et en fait, en perturbant ce système endocrinien, les substances peuvent altérer la communication entre les cellules ou les tissus et la régulation des étapes clés du développement d'un organisme. Donc en fait, il faut savoir qu'il existe une grande diversité de perturbateurs endocriniens. Les sources de contamination auxquelles les hommes et les animaux sont exposés sont également nombreuses. Donc l'Endocrine Society, qui est composée de 18 000 scientifiques, confirme leur contribution dans plusieurs maladies chroniques, comme l'obésité, le diabète, l'infertilité, par exemple. Et il existe actuellement un programme de recherche dont une partie est dédiée aux perturbateurs endocriniens, et ce programme de recherche s'appelle le PNR-EST. Pourquoi est-ce que ces perturbateurs endocriniens sont à bannir, en particulier pour les femmes enceintes, les tout-petits et les adolescents? C'est parce qu'en fait, en fonction de la période de vie, eh bien, on peut être plus sensible aux composés irritants. C'est pour ça qu'on est très prudent avec ces substances-là lorsque l'on est enceinte, par exemple, ou alors lorsque l'on a des tout petits ou des adolescents à la maison. Il faut aussi faire attention à l'effet cocktail, parce que, en fait, il est possible qu'on soit simultanément exposé à différents perturbateurs endocriniens. On en trouve à de nombreux endroits. Et donc, du coup, c'est important de faire attention pour à les limiter le plus possible, parce que si on est exposé à plusieurs, d'un coup, ça fait ce qu'on appelle un effet cocktail. Ils sont additionnés et c'est vraiment pas bon pour notre corps. Maintenant, une deuxième question. Que signifie l'INCI? Si vous connaissez la liste INCI, c'est réponse A. Je vais dire avec mon superbe accent. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Réponse B. International Name of Cosmetic Important. Réponse C. Independent Natural Cosmetic Institute. Moi, vu que ça parle d'une liste, je dirais que c'est une nomenclature de liste d'ingrédients. Réponse A. Quelqu'un a dit réponse C. Ça a l'air d'être parti sur A aussi. Ouais, je vois ça. Eh ben bravo. Vous avez raison, c'est la réponse A. Donc, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse liste INCI? C'est une liste que l'on doit trouver sur l'emballage du produit. C'est en fait une nomenclature que l'on doit retrouver obligatoirement sur l'emballage. Et c'est depuis 1999. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est là, vous voyez en bas à droite, j'ai mis un exemple de liste INCI d'ingrédients qui sont présents dans un produit. Le premier produit que vous voyez, donc là, pour le coup, c'est de l'eau, c'est Aqua. Et ben, en fait, tous ces produits-là, tous ces ingrédients-là, pardon, sont classés de la concentration la plus grande à la moins grande pour toutes les substances qui sont au-dessus de 1%. Donc là, l'ingrédient qui compose le plus ce produit-là, c'est de l'eau. Mais il faut savoir que lorsque l'ingrédient est présent à moins de 1% dans cette liste INCI, le fabricant peut le faire apparaître dans l'ordre qu'il le souhaite. Donc c'est là où il y a un petit souci à ce niveau-là, c'est que à partir du moment où l'ingrédient est présent à moins de 1%, eh bien on peut les retrouver dans n'importe quel ordre. Donc c'est pas vraiment du plus présent au moins présent. C'est là où il faut faire attention. Et en fait, on retrouve ces ingrédients sous une dénomination qu'on va appeler une dénomination INCI. Donc vous voyez, hein, ce sont des termes qui sont soit en anglais, soit en latin. Et en fait, je vais vous donner ici différentes dénominations que l'on retrouve souvent, qui peuvent être les plus courantes. Donc l'acide benzoïque, lorsqu'il sera sur l'emballage dans la liste INCI, il sera écrit de cette façon-là, benzoïque acide.
Donc je vous invite à regarder lorsque vous serez devant vos produits parce que c'est intéressant de se rendre compte que en fait souvent nos produits sont remplis d'ingrédients et on les connaît pas tous évidemment, on a du mal à savoir ce qu'ils sont. Et donc c'est intéressant de pouvoir regarder chaque ingrédient et de vérifier, de se demander si c'est un perturbateur endocrinien. Donc pour ça, vous avez le site qui s'appelle UFC Que Choisir qui vous renseigne très bien, qui a mené une étude très poussée là-dessus. Et donc si vous avez un doute, vous pouvez tout à fait taper le nom de votre ingrédient. Et puis vous trouverez sur le site UFC Que Choisir la réponse pour savoir si c'est un perturbateur endocrinien ou pas. Et donc, petite astuce, comment reconnaître les perturbateurs endocriniens? Moi, je vais vous en citer trois, qui sont souvent ceux dont on entend parler. Il en existe beaucoup d'autres, mais pour l'instant, on va faire un focus sur ces trois-là, dont vous avez déjà entendu parler sans doute, ce sont les parabènes. Les parabènes servent en tant que conservateurs. Il en existe différents types, j'en ai mis trois là, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc, vous pouvez les retrouver sous ces deux nominations-là, méthylparabène, éthylparabène ou propylparabène. Ils sont présents dans les déodorants, dans les gels douche, dans les crèmes. Ils sont soupçonnés d'avoir des effets sur le développement du cancer du sein. Donc, on dit toujours soupçonné ou alors c'est potentiel parce qu'il y a encore beaucoup de discussions à ce niveau-là. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a eu des études qui ont été menées et qui potentiellement prouvent qu'il y a des effets nocifs. Depuis 2015, il y a 5 parabènes qui ont été interdits. Donc vous les voyez là, ils s'appellent isopropylparabène, isobutylparabène, phénylparabène, benzylparabène et pentylparabène. Donc ceux-là, heureusement, sont interdits. Et puis maintenant, il y a une limitation d'usage pour celui qu'on appelle butylparabène et propylparabène. Et en fait, UFC Que Choisir donne une petite astuce pour s'y retrouver. Lorsque vous regardez les ingrédients sur les emballages, si vous voyez qu'il y a des parabènes qui commencent par un P ou par un B, eh ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Donc ceux-là, il faudrait normalement pas les avoir dans nos produits. Il faudrait surtout pas les mettre sur notre corps. Vous avez aussi le triclosan dont on a beaucoup entendu parler. C'est un puissant agent antibactérien que l'on retrouve dans les dentifrices, dans des savons, dans des produits contre l'acné, dans des mousses à raser, etc. Et le problème, c'est que ce triclosan pourrait nuire au fonctionnement des muscles. Il pourrait également être irritant pour la peau et pour les yeux. Et il serait néfaste aussi pour l'environnement et spécialement pour les milieux aquatiques. Et heureusement, il est employé de plus en plus rarement dans les produits d'hygiène. Donc, normalement, si vous regardez, j'espère ce soir votre dentifrice, j'espère qu'il n'y aura pas de triclosan à l'intérieur. Ensuite, il y a le éthylméthoxycinamate. Lui, c'est un filtre anti-UV, mais que l'on retrouve pas seulement dans les produits solaires, on les retrouve aussi ailleurs, dans d'autres produits cosmétiques. On peut le retrouver dans les baumes à lèvres, dans les soins des cheveux, dans les maquillages, dans les lotions après rasage. Et en fait, il pourrait être à l'origine d'une perturbation des oestrogènes et de la fonction thyroïdienne. Il est souvent utilisé dans les produits ce qu'on peut appeler sensibles, parce qu'ils sont toujours au contact de la peau si on l'applique. C'est par exemple comme les baumes à lèvres. S'il y a des perturbateurs endocriniens dans les baumes à lèvres, ben, le problème c'est qu'on les ingère parce qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de sticks à lèvres, surtout cette période quand il fait froid comme ça. Donc c'est important de faire attention à ce que ce perturbateur endocrinien ne soit pas dans votre baume à lèvres. Donc maintenant, pour identifier en fait un produit qui contiendra, on l'espère, le moins possible de ingrédients qui soient néfastes pour notre santé, eh ben, nous vous conseillons de choisir des produits cosmétiques qui soient bio. Les ingrédients principaux des cosmétiques bio sont des actifs végétaux qui sont extraits par macération de plantes. Donc, par exemple, on peut avoir des extraits végétaux de calendula, de camomille. Il y aura également dans les cosmétiques bio des hydrolats ou des eaux florales.
Et puis, il pourrait y avoir aussi souvent de l'aloe vera que vous retrouverez parce que il a des propriétés qui sont très intéressantes pour la nutrition de la peau. Donc, c'est un ingrédient qui compose souvent les cosmétiques bio. Et pour les identifier, ces cosmétiques, il existe des labels. Donc là, je vais vous en montrer 6, mais il en existe d'autres, mais c'est important que le produit que vous allez utiliser, s'il est là, il est labellisé, vous savez que du coup, il va être certifié d'origine biologique et il va être donc respectueux aussi de l'environnement par son processus de création. Il faut savoir que chaque label peut élaborer sa propre charte, mais en tout cas, même si les exigences donc vont varier d'un label à l'autre, ils essayent de tendre vers quand même la même envie, c'est d'avoir des produits qui soient le plus sains possible. Donc voici quelques exemples. Tout d'abord, il y a le label que l'on va appeler Écocert, qui est un label français. C'est un label pour les produits cosmétiques et pour les produits d'hygiène. Celui-ci est agréé par le ministère de l'Agriculture et il est interdit de retrouver à l'intérieur des produits du parfum et des colorants de synthèse et interdit de retrouver également des silicones et des ingrédients qui seraient issus de la pétrochimie. Il y a aussi ce label que vous connaissez peut-être qui s'appelle le label Cosme Bio qui est contrôlé par Écocert et par Qualité France. Nous devons retrouver à l'intérieur de ces produits 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle et 95% des ingrédients végétaux doivent être bio. Si ces deux autres labels, le label Nature et Progrès, qui est un des labels les plus exigeants d'Union européenne, donc vous pouvez acheter des produits qui sont labellisés Nature et Progrès les yeux fermés, parce que vous savez qu'il est vraiment très exigeant. Il fait constamment évoluer sa charte et il a un réel souci de préserver et de protéger l'environnement. Il y a aussi ce label-là qui s'appelle Nature, je ne sais pas si on le dit en anglais ou en français, moi je le dirais en anglais. Ce label-là lutte contre le greenwashing et ils excluent toute substance artificielle. Et donc c'est un label qui est aussi exigeant. Et puis il y a une mention qu'on appelle Slow Cosmétique. C'est grâce à une notation par étoile. En fait, on va retrouver cette mention-là sur des produits qui auront des produits bruts, des ingrédients bruts qui soient non polluants et qui sont respectueux de l'humain. Donc c'est pas obligatoirement des ingrédients qui soient bio, mais en tout cas, on est sûr que les ingrédients sont bruts, 100% naturels et qu'ils ont été et que le produit a été fait dans un contexte éthique. Donc ça, la mention slow cosmétique et porte vraiment attention à tout le contexte éthique. Très important pour eux. Et il y a un autre label qui s'appelle le label BDIH, qui est un label allemand. Les huiles végétales et les huiles essentielles doivent être biologiques et il n'y aura pas de produits issus de la pétrochimie. Et c'est un label exigeant qui est aussi un label oui, de qualité. Donc vous pouvez aussi acheter ces produits-là les yeux fermés. Voilà pour en gros 6 labels de cosmétiques. Il en existe d'autres. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à faire des recherches si vous vous questionnez. En tout cas, privilégiez, si vous le pouvez, des produits cosmétiques qui soient bio et qui soient labellisés. C'est vraiment une bonne façon d'avoir des produits sains. Et puis, il y a une autre petite solution aussi, c'est de faire vous-même vos produits cosmétiques. Donc là, sur la slide, vous voyez à gauche qu'il y a une liste INCI des ingrédients qui sont contenus dans un déodorant conventionnel. Et à droite, vous voyez la liste des ingrédients pour faire un déodorant soi-même à la maison. Et en fait, comme on dit souvent que plus la liste INCI est longue, moins le produit est bon pour notre santé et notre environnement, vous vous rendez assez vite compte que même sur 2 déos, donc 2 produits qui sont similaires, il y a plus ou moins d'ingrédients. Et pour faire un déodorant maison, il suffit d'avoir très peu d'ingrédients, très peu de temps, c'est très rapide et ça fonctionne très bien. Et en plus, ça permet de réduire les déchets, donc c'est vraiment intéressant. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez en plus la recette d'un déo maison que je vous ai noté ici. Et donc maintenant, pour passer à l'action, donc pourquoi faire son baume à lèvres maison,
Quelles sont les raisons? Je vous en ai mis 3, il en existe d'autres, mais déjà, c'est qu'on va pouvoir réduire les effets des composants sur notre santé et sur l'environnement. On va dépenser moins parce qu'effectivement, c'est économique de faire soi-même ces produits. Et puis, on va lutter contre la pollution plastique en réduisant nos déchets. Alors maintenant, à vous de jouer. Combien de tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde? Près d'une tonne, réponse A, B, près de 5 tonnes ou C, près de 10 tonnes chaque seconde dans le monde. Oh, j'ai peur que ce soit une réponse genre vraiment déprimante. Alors, on dit surtout C, donc tout le monde est vraiment très pessimiste aussi. J'avoue que moi j'ai tendance à être super pessimiste aussi et donc je vais répondre aussi à la réponse C. Mais ouais, ça balance entre C et B, hein. Par seconde, personne se dit qu'une tonne dans le monde, hein. Donc malheureusement, c'est près de 10 tonnes. La réponse C. Donc ça, c'est un gros problème aussi, c'est que il y a des tonnes et des tonnes de plastique qui sont produites chaque seconde. Et nous, on peut facilement réduire nos déchets en faisant nous-mêmes nos cosmétiques bio. Au lieu en fait d'acheter un déodorant, d'acheter un baume à lèvres, de l'utiliser et ensuite lorsqu'il est terminé de jeter le déchet qui est en plastique le plus souvent, et ben là en faisant soi-même ses cosmétiques bio, on peut réutiliser des contenants et ça c'est très intéressant. Ça permet de lutter contre cette pollution qui est dramatique. Alors du coup, maintenant on va vous parler de la recette, cette recette qui est très simple, qui permet de réaliser un baume à lèvres maison. Vous allez voir que dans la vidéo que vous allez visionner, on utilise un contenant, un petit contenant en verre pour y mettre le baume à lèvres. Mais vous pouvez aussi réutiliser un stick que vous avez déjà utilisé, qui est terminé, qu'il faudra bien penser à le désinfecter avec de l'alcool. Et vous pouvez aussi utiliser un bocal en verre, un petit bocal en verre type bocal de confiture. Il faudra bien l'avoir stérilisé dans de l'eau bouillante et ça vous permettra donc de réutiliser le contenant et de ne pas le jeter. Donc c'est assez intéressant. Pensez aussi quand vous allez réaliser des recettes à la maison de cosmétiques bio à bien nettoyer votre plan de travail et à stériliser tous les ustensiles dans de l'eau bouillante au préalable. Ça c'est très important. De bien vous laver les mains, avoir un plan de travail propre, c'est super important. Alors, pour réaliser la recette du baume à lèvres, vous aurez besoin de faire un bain-marie, donc tout simplement dans une casserole. Vous pouvez utiliser un petit bol, là c'est un bol que nous on a en inox, mais vous pouvez utiliser un bol que vous avez à la maison. Vous allez y mettre une cuillère à café d'huile de coco. Vous allez la faire fondre. Donc vous pouvez, avec soit l'aide d'un petit fouet, soit avec l'aide d'une autre petite cuillère, vous pouvez la mettre dans votre bol. Elle va fondre doucement, tranquillement dans le bain-marie. On attend un peu, ça fond très rapidement, vous allez voir. Donc vous pouvez touiller si besoin avec une cuillère. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère de cire d'abeille. Donc vous voyez, ça se présente sous cette forme-là. C'est de la cire d'abeille, ça sent très bon. On en met une demi-cuillère. Pareil, on va le mettre dans le récipient pour qu'elle fonde avec l'huile de coco. Ensuite, vous allez avoir besoin de beurre de karité. Donc là, c'est pareil, vous allez mettre une cuillère à café de beurre de karité qui va fondre très rapidement. Vous voyez la préparation, ça va vite, hein, ça fond très rapidement. Vous pouvez le mettre dedans, bien touiller, bien répartir le tout pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ça fond bien. Et ensuite, il y aura un autre ingrédient qui est l'huile de germe de blé. Vous allez y mettre 2 gouttes. 2 gouttes. Tous ces produits-là sont des produits que l'on peut utiliser dans d'autres recettes. Donc ne vous inquiétez pas, même si on n'y met que 2 gouttes, c'est vraiment un ingrédient ou des ingrédients que l'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de recettes. Et puis là, ça c'est facultatif, c'est si vous avez envie, vous pouvez mettre également 2 gouttes d'huile essentielle.
Alors attention avec les huiles essentielles, faites toujours très attention, soyez précautionneux. Ça coule vite, donc si on dit de mettre 1 ou 2 gouttes, il faut vraiment être très prudent. Et puis faire attention aussi si vous êtes enceinte par exemple, ou si vous avez des enfants à la maison. Il faut vraiment faire attention avec les huiles essentielles et plutôt privilégier de ne pas en mettre, comme ça vous êtes sûr. Et ensuite, une fois que la préparation est bien liquide, vous pouvez la mettre dans le petit contenant. Donc, vous voyez, nous, on a un contenant en verre. On verse dedans la préparation. Il faut attendre que ça refroidisse. Ça va devenir tout dur. Et ça va vous faire votre petit baume à lèvres. Donc, pour reprendre les ingrédients qui sont dans la recette, nous, on les préfère évidemment bio et équitables. Il y a l'huile de coco qui a des propriétés antibactériennes et qui est très, très agréable à l'odeur, si vous aimez cette odeur de coco. Sinon, si vous n'aimez pas trop, il y a l'huile de coco qui est désodorisée également. Comme ça, vous n'avez pas l'odeur, puis vous n'avez pas le goût. Il y a le beurre de karité qui va tonifier et hydrater la peau. Il y a la cire d'abeille qui va rendre la préparation un peu plus solide, même lorsque vous allez faire aussi une recette de déodorant. C'est intéressant d'utiliser de la cire d'abeille pour solidifier votre préparation. Il y a l'huile de germe de blé qui est émolliente, donc qui nourrit, qui adoucit et qui hydrate la peau. Et puis en facultatif, donc, vous pouvez mettre 2 gouttes d'huile essentielle, alors de rose, de géranium ou alors de pamplemousse, comme vous le sentez, selon ce que vous aimez comme goût et comme odeur, même si ce ne sera pas très fort. Mais c'est intéressant de mettre des huiles essentielles parce qu'elles sont antiseptiques, hydratantes, nourrissantes et adoucissantes. Mais encore une fois, faites vraiment attention à ne pas en mettre plus de 2 gouttes et être très précautionneux si jamais vous êtes enceinte, ne pas en mettre. Et pour les enfants, privilégier sans, c'est mieux. Et voilà, donc merci à tous, merci pour votre écoute. On espère, Bioconsommateurs, on espère vous retrouver très vite pour faire des ateliers en présentiel, parce qu'on anime des ateliers do it yourself pour réaliser un déodorant, une crème de jour, ou alors aussi des produits d'entretien. On réalise aussi de la pâte à tartiner qui plaît souvent. Donc on espère qu'on puisse se retrouver ou sinon ben, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis l'adresse là, contact@bioconsommateur. Et puis sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre également. Avec plaisir. Donc déjà, on nous dit bravo et en plus, ça dure très longtemps et c'est très agréable. Et Oui. alors, maintenant, on va passer aux questions. Et il y en a plein. Donc déjà, merci beaucoup Marion. C'était très intéressant. Première petite question. Donc, c'était par rapport à tes diapos du tout début sur la présentation de Bioconsommateur. Il me semble il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi le consulat? C'était dans notre campagne qui s'appelle Ah, d'accord. l'addition. Ouais. Donc effectivement, on porte cette campagne avec différentes associations. Et le Consilat, c'est comme un club de nuit qui est dans le 11e arrondissement et qui, lui, a à son menu des produits qui sont vraiment respectueux, qui sont bio, équitables et qui ils essayent vraiment de tendre vers le zéro déchet. Donc, ils nous accompagnent sur cette campagne. D'accord. Ça s'appelle le Voilà. consulat. Malheureusement, en ce moment, c'est fermé, mais ils essayent d'organiser quand même des événements. Il y a beaucoup de choses à penser lorsqu'on est devant un produit. Donc, il existe des applications qui feraient le travail à notre place. Donc, tu as parlé de l'application, non, du site UFC Que Choisir, mais il me semble du coup qu'il y a une application. Est-ce que tu en as d'autres aussi en tête et est-ce que tu penses que on peut du coup faire confiance à 100% et pas retenir toute la liste ou venir avec soi avec la liste au supermarché? Est-ce que tu penses qu'elles sont fiables ces applications ou pas? Oui, alors c'est clair que c'est des applications qui sont très pratiques parce qu'il suffit de scanner le produit et ça nous donne, avec un code couleur très simple, donc vert, orange ou rouge, selon s'il y a des produits qui sont plus ou moins allergènes ou plus ou moins sensibilisants ou qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc il y a l'application, moi je vais citer l'application du FC Que Choisir qui s'appelle Quel Cosmétique, qui est très bien. Elle regroupe vraiment beaucoup de types d'applications, donc c'est vraiment une application, enfin plusieurs applications en une, donc celle-ci est vraiment chouette. Et puis elle existe aussi pour les produits ménagers, les produits alimentaires, et c'est l'application qui s'appelle Quel produit.
qui vous scanne aussi les ingrédients à l'intérieur du produit que vous allez acheter. Il y a une personne qui nous dit qu'elle travaille dans la branche, enfin qui travaille à l'hôpital et qui a remarqué, dans son travail la présence de plusieurs perturbateurs endocriniens. Et elle demandait comment elle pouvait faire pour diminuer cela. Dans le secteur de l'hôpital, Ouais. ben, je pense que c'est important d'essayer de faire remonter au directeur ou à la directrice de l'hôpital, essayer d'en parler comme ça autour de soi pour sensibiliser déjà les personnes qui sont responsables des achats, parce que sans doute que, il y a peut-être possibilité d'acheter d'autres produits qui sont équivalents, qui peut-être au niveau tarif aussi sont équivalents, mais il faut connaître, il faut se renseigner, et c'est en sensibilisant, en parlant autour de soi, je pense que ça peut faire évoluer les choses. Y a-t-il un logo certifiant l'absence de perturbateurs endocriniens? Ou est-ce que certains logos, donc je pense que ça parle de label aussi, ont Mhm. l'absence de perturbateurs endocriniens dans leur charte? Oui, en fait, les labels dont je vous ai parlé, donc principalement le label que je vais vous remettre ici, Nature et Progrès, celui-ci, vous êtes sûr que ils font très attention à limiter le nombre d'ingrédients, donc vous avez déjà peu de chances d'avoir des perturbateurs endocriniens, et en plus, ils font vraiment très très attention à ça. C'est, comme je vous disais, un des plus exigeants de l'Union européenne, donc vous pouvez vous fier à ce qu'on appelle donc les labels. Et les labels vous garantissent d'avoir le moins de perturbateurs endocriniens possible. Et puis la charte aussi, la mention pardon, slow cosmétique, qui est très très exigeante aussi, va vous permettre d'avoir des cosmétiques sains. Ok. Est-ce que quelqu'un nous demande dans la conception de ton produit do it yourself, y a-t-il une alternative à l'huile de coco? Est-ce que ça peut se remplacer par quelque chose d'autre? Alors c'est vrai que l'huile de coco, il y a souvent des débats dessus. Je comprends tout à fait, c'est parce que c'est donc une huile qui vient de loin, bien sûr. Du coup, on nous demande souvent si c'est possible d'avoir des alternatives. Alors nous, ce qu'on dit souvent, c'est comme on a choisi une huile de coco qui est équitable, ben c'est même si elle vient de loin, si c'est un produit équitable, c'est un produit qui a été produit dans des conditions qui sont bonnes pour l'humain et puis pour l'environnement. Donc nous, on donne pas vraiment d'alternative à l'huile de coco parce que on pense que il faut quand même acheter des produits qui sont issus du commerce équitable parce que c'est un commerce qui est très respectueux de tous. Ok. Après, je pense qu'il Euh, faut faire des tests. C'est vrai que vous pouvez utiliser d'autres huiles végétales. C'est possible de faire un test et de voir si ça fonctionne aussi. Mais n'hésitez pas. Enfin, je pense que pour l'huile de coco, vous pouvez remplacer par une huile végétale de votre choix que vous trouvez qui sent bon, et qui peut se figer aussi de se à figer. Ouais, température voilà, ambiante, ouais. c'est ça. Mm. Ça se tente. C'est vrai, comme Euh, tu dis, Eva, ce qui est intéressant avec l'huile de coco, c'est que elle va se figer ouais. lorsque la température est plutôt élevée et plutôt ambiante, assez froide. Et par contre, quand il fait très très chaud, elle va être complètement liquide. Et donc c'est pour ça qu'on utilise de la cire d'abeille, parce que la cire d'abeille D'accord. permet vraiment de rendre la recette beaucoup plus solide, beaucoup plus transportable aussi, parce que si on le met dans son petit sac ou dans la poche, c'est mieux si ça coule pas, quoi. Oui, parce que quelqu'un nous dit dans le chat que c'est difficile quand il fait chaud. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil dans les recettes de déodorant, on utilise aussi d'huile de coco, mais on met de la cire d'abeille pour que ça solidifie. D'accord. Quelqu'un nous dit quelle est la différence entre l'huile de coco et l'huile de karité. Donc je sais pas si c'est en termes de propriété dont la personne parlait ou si c'est en termes de source végétale. Alors oui, donc il y a le beurre de karité et il y a l'huile de coco. Qui n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Par exemple, l'huile de coco, on s'en applique moins facilement sur le corps ou sur les lèvres gercées, alors que le beurre de karité, c'est un des ingrédients que l'on retrouve très souvent pour hydrater quand on a une peau gercée ou ce genre de choses, ça hydrate très bien. Ok. Alors, qu'en est-il des parfums de créateurs? Sont-ils à bannir? Ça, c'est Alors oui, vous allez voir que malheureusement, il y a certains parfums qui ne sont pas bons, qui sont pas sains. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas à scanner vos parfums pour avoir plus d'infos, mais malheureusement, ouais, ils ne sont pas tous bons.
Donc là, il y a une question qui dit où on peut acheter l'huile de germe de blé, mais ça revient en plus général, où trouver entre guillemets les produits équitables, bio, les contenants, tout ça. Alors, vous pouvez facilement les trouver dans les réseaux des magasins bio et vous pouvez aussi les trouver en ligne. Il y a des magasins maintenant en ligne qui sont spécialisés, sans citer de nom, qui sont spécialisés là-dedans. Donc vous pouvez trouver tous ces produits-là au même endroit. Et comme je vous disais, ce qui est chouette, c'est que ces produits-là, on peut les réutiliser dans plusieurs recettes. Et même l'huile de coco, on peut l'utiliser en cuisine pour faire cuire les aliments. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment au quotidien, à la maison, dans plusieurs pièces, quoi. Ok. Quelqu'un nous demande quel est l'impact sur les enfants, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Bah, le problème des enfants et des adolescents, c'est que ça va arriver au moment de la puberté. Et comme les perturbateurs endocriniens vont altérer en fait les fonctions hormonales, et ben, c'est problématique au moment de la puberté. C'est pour ça qu'on les limite vraiment. Et sur un adulte, ben, la puberté est déjà passée, mais ça peut quand même altérer toutes les fonctions hormonales. Donc ça a un lien aussi parfois avec la fertilité, Voilà, c'est ça. tout ce qui est aussi retard ou retard de règles ou règles précoces, etc. chez les enfants ados. Euh, c'est aussi présent dans l'alimentaire, mais du coup là, comme on parle de cosmétiques. Ouais. Euh, Qu'en est-il des produits cosmétiques solides présents sur le marché de type shampoing, démêlant, savon de Marseille? Ont-ils des perturbateurs endocriniens également? Alors souvent, ces produits-là que vous trouvez, ils ont très peu d'ingrédients. Donc, vous pouvez aussi vous renseigner. Sans doute que vous trouverez des informations, mais le plus souvent, il y a des sites où on sait que ces cosmétiques-là peuvent être achetés. Ok. On va faire une petite dernière et après on pourra laisser place à la fin. Est-ce que les produits certifiés EcoCert ou bio peuvent contenir des perturbateurs endocriniens? Et est-ce que sur la liste d'ingrédients, est-il obligatoire de faire apparaître les perturbateurs endocriniens ou ça peut être caché? Alors, c'est obligatoire de faire apparaître les ingrédients. Donc, en fait, l'ingrédient que vous allez avoir qui sera noté peut être un perturbateur endocrinien. Donc, de toute façon, vous aurez la liste, donc la liste INCI des ingrédients. Et, euh, et la première question, c'était est-ce que dans les EcoCert ou dans les Cosmé Bio, on peut avoir des perturbateurs endocriniens? Ouais, c'est ça. Ben, normalement, non. Donc, c'est pareil, il faut que vous scanniez bien la liste des ingrédients et vous aurez les réponses. Mais normalement, ce sont quand même des labels qui évitent au maximum ces perturbateurs-là. Ouais, normalement, la charte, elle est disponible publiquement. Donc, vous Oui, pouvez tout à fait. voir ensuite quels sont aussi leurs critères, eux, de sélection et d'accord du label ou pas, que ce soit pour le label bio ou pour même les labels bio en alimentaire, hein. N'hésitez pas à voir les chartes des labels qui vous intéressent et de voir si ça vous convient ou pas. Mm. Parce que, évidemment, eux vont avoir leur propre charte pour accepter ou non un produit avec ce label-là. Ouais. Donc après, l'application vous remettra en rouge les présences des perturbateurs endocriniens. Donc après, on n'a pas encore fait de recoupement, nous, à notre échelle, pour voir si tous les produits avec ces labels-là étaient oui ou non avec perturbateurs endocriniens. Donc le mieux, c'est de scanner toujours ou d'avoir la liste. Est-ce que vous pourriez redonner les applis pour scanner les produits? Merci. Ouais, il y a l'application qui s'appelle Quel Cosmétique et Par l'application UFC, d'UFC je veux qui dire, s'appelle. ouais. Ouais. Donc voilà, ça fait 1 heure que vous êtes là. Donc c'est maintenant la fin. Merci beaucoup Marion. Merci Merci à beaucoup vous. à tous. Et je vous dis à très vite. La semaine prochaine, il y a quelque chose sur le budget participatif et la semaine d'après sur l'énergie citoyenne à Paris. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé sur le site internet des acteurs du Paris durable. Vous trouverez tout. Merci beaucoup à tous. Merci à À tous pour votre bientôt. écoute. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.